Et salut, moi c'est Marc, bienvenue sur Le Prisme, la chaîne où on met en perspective tous les sujets qui touchent de près ou de loin aux finances personnelles et à l'investissement. Dans la précédente vidéo, on s'est intéressé au tout premier système économique qui était à l'époque basé sur un système de troc. Et on a aussi vu l'évolution de ce système économique, on va dire primitif, quand on a ajouté un moyen d'échange comme l'or. En parlant de l'or, on a aussi introduit la notion de la rareté et on a vu ensemble pourquoi la rareté en soi pouvait avoir des leviers psychologiques pour la perception de la valeur de quelque chose. Cette idée de la valeur de la rareté, c'est important de la comprendre pour la vidéo qui va suivre, donc je te mettrai le lien de la première vidéo dans la description. Et du coup, on ne tarde pas plus et je te propose qu'on bascule sur mon écran comme d'habitude. La dernière fois, on avait vu tout un tas de choses, mais on avait commencé par définir qu'un paiement n'était rien d'autre qu'un échange entre deux choses. Dans ce système d'échange, on a vu la notion de troc d'un bien pour un autre, et ensuite on a vu justement l'or comme intermédiaire, comme moyen d'échange, et maintenant on va s'intéresser au dollar. Le dollar qui est aujourd'hui rien d'autre qu'un autre moyen de paiement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le dollar a été créé, le système économique basé sur l'or était toujours existant. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler dans le détail même de la création du dollar, c'est pas le but, mais ce que j'aimerais que tu retiennes dans cette vidéo, c'est que la création du dollar a encore apporté davantage de simplicité dans l'échange. Là où avant tu avais un système de valeur qui était basé, on va dire, sur la masse ou sur le poids de l'or que tu échangeais, avec le dollar, maintenant tu avais un système de valeur qui était basé sur des billets, donc qui pouvaient soit représenter une fraction d'une pièce d'or, ou alors au contraire multiples pièces d'or. En d'autres termes, tu avais encore plus simplifié cette notion de transport de ton moyen d'échange. Et en plus de ça, comme je le disais à l'instant, tu as encore plus simplifié l'aspect de la divisibilité. On avait vu ensemble de manière un petit peu simplifiée qu'une pépite d'or, tu pouvais très bien la couper en deux. La quantité d'or en soi maintenait la même valeur, sauf que maintenant tu pouvais t'acheter deux choses différentes avec deux pièces d'or différentes. Et quelque part, avec le dollar, on améliore encore ces deux points. C'est plus simple de transporter du dollar en forme papier que de l'or, donc on simplifie le transport. Et c'est aussi plus simple de diviser la valeur de ta pièce d'or en papier que de diviser la pièce d'or en soi. Tu l'auras donc compris, maintenant on va admettre ensemble que l'or n'est plus directement utilisé dans les échanges, mais maintenant on n'utilise plus que le dollar. Mais à l'époque, ce qu'il faut comprendre, c'est que le dollar, il était adossé à l'or. Ce que ça veut dire, c'est que la valeur de ton dollar était directement liée à l'or. En l'année 1834, il a été défini qu'une once d'or allait valoir 20,67 dollars. Et ça, c'est vraiment hyper important à comprendre. C'est-à-dire que tu avais une certaine quantité d'or dans les coffres-forts, dans les réserves, peu importe, et les banques, à l'époque, émettaient la même quantité de dollars que l'équivalent de la valeur en or qui était stockée dans les coffres-forts. Pour reprendre cet exemple, si tu avais une once dans le coffre-fort, il ne pouvait jamais y avoir plus de 20,67 dollars en billets en circulation. Le seul moyen de rajouter des billets dans le système économique, c'était de rajouter l'équivalent en or au coffre-fort. Et en fonction de l'or qui était ajouté au coffre-fort, tu émettais une certaine quantité de billets supplémentaires sur le marché. En d'autres termes, et s'il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo, c'est ça. À l'époque, que tu détiennes de l'or ou que tu détiennes du dollar, c'était exactement la même chose, c'était exactement la même valeur. La valeur du dollar que tu détenais dans tes mains à l'époque était à chaque instant équivalente à une certaine quantité d'or dans les coffres-forts. Dans la précédente vidéo, on parlait du concept de la valeur de la rareté. Et je pense que tu l'as compris maintenant, le dollar à l'époque était aussi rare que l'or, parce que le dollar il était adossé à l'or et que l'or avait une quantité finie dans les coffres-forts. La dernière fois, on parlait aussi du concept de l'inflation, et on disait ensemble que l'inflation dans un système basé sur l'or, elle est limitée. La seule inflation qu'il puisse y avoir, c'est quand physiquement tu rajoutes de l'or dans les coffres-forts et que derrière tu émets de la nouvelle monnaie, tu émets des nouveaux billets en circulation, mais dont la valeur est toujours équivalente à la quantité d'or qui vient d'être rajoutée. C'est la seule inflation qu'il puisse y avoir. Maintenant, on arrive dans l'année 1971. Le but de cette vidéo n'est pas de faire un cours d'histoire, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 1971, il a été décidé que le dollar n'allait plus être adossé à l'or. Ce que ça veut dire, c'est que peu importe la quantité d'or qu'il y a maintenant dans les coffres-forts, les banques centrales, les États, peuvent décider d'imprimer, d'émettre autant de billets qu'ils veulent. Maintenant, en théorie, il n'y a plus aucune limitation du nombre de billets, du nombre de dollars qu'il peut y avoir en circulation. La quantité de dollars qui peut être en circulation devient théoriquement infinie.
À partir de ce moment-là, les banques centrales et les États pouvaient littéralement commencer l'impression de billets en quantité infinie si jamais ils estimaient que c'était nécessaire. Retiens là-dedans, s'il te plaît, que c'est une instance centralisée, donc quelques personnes bien placées, qui prennent des décisions pour des centaines de milliers, voire des millions de personnes, qui peuvent décider du jour au lendemain de la valeur du dollar que tu as gagné à la sueur de ton front. Donc maintenant que la quantité de dollars devient en théorie infinie, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer avec la valeur du dollar? Ce qui est hyper intéressant à observer là-dedans, c'est que sur le moment, au moment du changement, ça ne change rien du tout. Justement, là, on rentre dans le biais de l'habitude dont je te parlais la dernière fois. Avec ton dollar, tu avais l'habitude de pouvoir t'acheter quelque chose, un équivalent de pain, j'en sais rien, peu importe. Et donc, même malgré le changement, un changement quand même significatif, parce que d'un coup, ton dollar n'est plus du tout adossé à l'or, et bien malgré ce changement, les gens, à l'époque, ils avaient l'habitude de pouvoir s'acheter quelque chose avec un dollar, et donc psychologiquement, ils gardaient cette valeur du dollar dans leur tête. C'est quelque chose qui s'est fait lentement, c'était pas brutal comme changement, en tout cas dans la vie de tous les jours. Il y a évidemment quelques économistes qui se rendaient compte à l'époque de l'impact que ça pouvait avoir sur la valeur du dollar. Dans la vie courante des gens qui ne s'intéressaient pas plus que ça à l'économie, l'impact était somme toute assez limité. En gros, par ce biais de l'habitude, et par le fait que ce soit quelque chose de relativement lent, les gens ne se rendaient pas tout de suite compte de l'inflation du dollar, et donc quelque part aussi de la perte du pouvoir d'achat. On fera une vidéo à part entière sur l'inflation et le pouvoir d'achat, parce que ça, en soi, c'est déjà un sujet qui est hyper complexe. Pour l'instant, il suffit que tu retiennes une chose, c'est que plus tu as de dollars en circulation, plus le dollar que tu as gagné en travaillant, il perd de sa valeur. Parce que la demande pour les biens de consommation sur le marché, elle reste à peu près équivalente. Par contre, tu as une quantité de dollars qui circulent sur le marché qui explose, et donc mécaniquement, la valeur de ton dollar individuel, elle baisse. C'est ça qu'on appelle l'inflation et la perte du pouvoir d'achat. Je te montre juste un graphique rapidement là, qui est assez parlant. Sur ce graphique, tu vois ce qu'on appelle le Consumer Price Index, c'est autrement dit le CPI, et c'est un indicateur qui montre l'équivalent du pouvoir d'achat du dollar. Donc tu vois ce qui se passe entre, on va dire, 1800 et 1970. Donc on va dire pendant 170 ans, le pouvoir d'achat il est à peu près resté sur le même niveau. Et là d'un coup, en 1971, regarde ce qui s'est passé. Là où en 1800 il te fallait 51 $ pour acheter une certaine quantité de produits bien définis, et bien maintenant, dans les années 2000, pour acheter les mêmes produits dans la même quantité, il te faut l'équivalent de 620 $. Donc ça c'est un rendu visuel de l'inflation. Je répète, pour un panier de produits, à l'époque, tu payais 51 $, et pour le même panier de produits, dans les années 2000, tu payes maintenant 620 $. On l'a vu dans la vidéo précédente, quelque chose qui est rare, quelque chose qui a une quantité limitée, il y a une certaine valeur qui est attribuée par l'esprit humain. Par contre, la conclusion inverse, c'est que plus quelque chose tend vers l'infini, plus sa valeur se retrouve amoindrie. C'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé avec le dollar. À l'époque, le dollar, il était entre guillemets aussi rare que l'or, parce qu'il était adossé à l'or, et d'un coup, d'un seul, une instance centralisée a décidé de révoquer cela et de faire de ton dollar quelque chose qui existe pratiquement en quantité infinie, en tout cas en théorie. Petite parenthèse, là je te parle du dollar, mais c'est exactement la même chose avec l'euro, c'est exactement la même chose avec la livre sterling. Aucune de ces monnaies n'est plus adossée à l'or. Toutes ces monnaies-là, elles peuvent donc en théorie exister en quantité infinie. Maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tu vois certainement où je veux en venir. Ton dollar, ton euro, ta livre sterling qui est sur ton compte, au jour d'aujourd'hui, elle va faire une seule chose, si tu la gardes sur ton compte, elle va perdre de la valeur. Ton argent va perdre de la valeur parce qu'il n'y a rien qui empêche une instance centralisée d'imprimer des quantités infinies de nouveaux billets. Et encore une fois, ce sont des instances centralisées comme les États et les banques centrales qui décident directement de la valeur de l'argent que tu as sur ton compte. Et maintenant, ça devient pratiquement une question philosophique, mais c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Maintenant, c'est à toi de décider, est-ce que c'est un système et une situation qui me convient ou pas? C'est vraiment une question à laquelle chacun doit répondre pour soi. Pour la suite de cette vidéo, on va faire le postulat que cette situation n'est pas vraiment acceptable et on va s'intéresser aux alternatives qui pourraient exister. Et oui, tu m'as certainement vu arriver, on va maintenant parler du Bitcoin. On dit parfois que le Bitcoin est considéré comme l'or digital. Et je te propose qu'on reprenne rapidement le schéma qu'on avait vu la dernière fois sur l'or. On avait vu que l'or était devenu un intermédiaire dans les échanges.
Donc à l'époque, tu pouvais maintenant vendre quelque chose pour de l'or et derrière, avec cet or-là, racheter quelque chose d'autre. Donc c'était devenu un intermédiaire. Ben, pour le Bitcoin, jusque-là, c'est pareil. Tu peux très bien vendre quelque chose pour du Bitcoin et tu peux très bien racheter derrière quelque chose d'autre avec du Bitcoin. L'or était devenu un moyen d'échange qui était universel. C'est-à-dire que tu pouvais vendre quelque chose dans ton village local et tu pouvais aller racheter quelque chose d'autre dans un autre pays, même si tu veux. Ben pareil, jusqu'ici, pour le Bitcoin, c'est la même chose. Et c'est même encore amélioré. Je peux vendre un service, je dis n'importe quoi, en France métropolitaine et avoir du Bitcoin en échange. Et dans la seconde qui suit, je peux acheter un autre service ou un autre produit à l'autre bout du monde. On a dit que l'or était quelque chose qui était divisible. Le Bitcoin est aussi divisible, et même encore bien mieux que l'or, parce que le Bitcoin, tu peux le diviser en 8 chiffres après la virgule. On a vu que tu pouvais exprimer la valeur de quelque chose dans un équivalent d'or, et en fait, ici, tu peux faire exactement la même chose. Tu peux dire quelque chose vaut tant de Bitcoin. On a vu que l'or était quelque chose de fongible, donc tu peux, avec une pièce d'or, faire exactement la même chose avec une autre pièce d'or. Le Bitcoin, c'est pareil, tu peux acheter exactement la même chose avec un Bitcoin qu'avec le Bitcoin du voisin. Ils ont la même valeur. L'or, on avait dit que c'était quelque chose qui était transportable quand on compare ça à des gros produits lourds et volumineux. Bah, le Bitcoin, c'est encore plus transportable que l'or parce que c'est digital et tu n'as même pas besoin de le porter sur toi. On avait vu que l'or ne s'abîmait pas dans le temps. Le Bitcoin, c'est pareil, il est digital, il ne peut pas s'abîmer. On a vu aussi que l'or, tu pouvais le garder dans ton coffre-fort et générer une épargne. Le Bitcoin, c'est pareil, tu peux le garder sur ton portefeuille et t'en servir quand tu veux et te faire une épargne. On a vu aussi que l'or était devenu une réserve de valeur et c'est là que ça commence à devenir vraiment intéressant pour le Bitcoin. Tu te rappelles, on avait parlé de la valeur qui était liée à la rareté. Je ne reviens pas dessus, on l'a vu assez souvent. L'or existe en quantité finie dans la croûte terrestre. Il y a toujours certainement des mines d'or qu'on n'a pas trouvées, mais globalement, les quantités restent malgré tout finies. Maintenant, prenons voir quelques secondes pour appliquer cette notion de rareté au Bitcoin. On sait qu'il n'existera jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Ça, c'est une donnée qui est codée dans le code source. Non seulement on parle de rareté ici parce qu'on sait qu'il existe une quantité finie de Bitcoin, mais on parle même de rareté qui est parfaite. Si je reprends l'exemple de l'or, on sait qu'il y a une quantité finie d'or sur la planète, on sait peut-être à peu près estimer des quantités au total, mais au final, on ne le sait pas à la perfection. Alors que le Bitcoin, on sait exactement à la perfection qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin en circulation. Tu te rappelles, à l'instant, je te disais que la valeur de ton dollar, la valeur de ton euro était directement influencée et influençable par des instances centralisées comme les banques centrales et les gouvernements. Encore une fois, il y a des instances centralisées qui peuvent directement décider de la valeur qu'aura ton dollar, qu'aura ton euro dans le futur. Dans le cadre du Bitcoin, ce n'est pas le cas. On est dans un système qui est décentralisé. Il n'y a aucune instance centralisée qui peut décider d'imprimer ou de créer davantage de Bitcoin que les 21 millions qui seront in fine en circulation. Tu as donc une totale indépendance des systèmes centralisés. Maintenant, je te vois venir et encore une fois, à juste titre, tu vas certainement me parler de la volatilité du Bitcoin. Oui, c'est vrai, c'est un fait. Aujourd'hui, la valeur du Bitcoin, attention, exprimée en dollars, la valeur du Bitcoin exprimée en dollars fluctue énormément. C'est vrai. Mais là, on rentre presque dans une discussion qui est philosophique. Mais est-ce qu'au final, la valeur du Bitcoin exprimée en dollars, elle est si intéressante que ça? On a défini ensemble et on a vu ensemble à l'instant que le dollar allait faire une seule chose dans le futur, en tout cas en l'état, il allait perdre de la valeur. C'est indéniable, tel que le système est fait aujourd'hui, le dollar ne fera rien d'autre que de perdre de la valeur. Donc là, je reviens donc sur la question philosophique. Est-ce que tu penses que le dollar, tel qu'il existe aujourd'hui, a vraiment un futur? Et là, je ne te parle pas dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, mais je te parle dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Est-ce que tu penses que tes enfants et tes petits-enfants verront le dollar comme nous, on le voit aujourd'hui? C'est ça la question qu'il faut se poser. Fondamentalement, ça revient à la question, est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu crois en le système dans lequel tu évolues? Le système bancaire et le système financier, et presque même dans le système étatique. Si fondamentalement tu crois en le système dans lequel tu vis actuellement, eh ben, je comprends tout à fait que cette vidéo-là ne t'ait pas apporté beaucoup de valeur, parce que ça ne correspond pas à tes convictions. Par contre, si tu es quelqu'un qui a des profonds doutes sur la direction qu'est en train de prendre tout notre système actuel, eh ben, sache qu'il y a des systèmes alternatifs qui sont en train de se créer. Et c'est là, maintenant, le moment de s'y intéresser. Je reviens un petit peu sur la question de la volatilité du Bitcoin. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui investissent dans le Bitcoin parce qu'ils pensent que c'est le nouvel Eldorado. Ces personnes-là sont dans la cryptosphère pour l'aspect pécunier de la chose.
Donc leur seul but, c'est de maximiser leur richesse vis-à-vis des investissements par achat et revente. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est sûr que c'est un point qui est aussi important dans le système, on ne va pas se le cacher. Mais par contre maintenant, pour 30 secondes, faisons abstraction du côté de l'investissement, du côté pécunier de la chose, et intéressons-nous un petit peu au côté philosophique encore une fois. On a vu tout à l'heure que le système basé sur l'or était en place pendant des centaines, voire des milliers d'années. Et on a vu ensemble que la valeur de l'or était quelque part aussi basée sur une certaine habitude d'usage. On a vu que sur des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'années, l'or a maintenu à peu près sa valeur de manière constante. Et encore aujourd'hui, on estime que l'or est une protection contre l'inflation. Garde bien en tête que le Bitcoin, il a aujourd'hui moins de 15 ans. Il n'a pas encore 15 ans le machin. Et malgré cette jeunesse, 15 ans comparé à des milliers d'années pour l'or, 15 ans c'est rien. Et regarde, malgré le fait que le truc soit aussi jeune, regarde déjà l'impact qu'il peut avoir sur notre société. C'est ça la question en fait. C'est ça la question qui est philosophique. Est-ce que toi tu investis dans la crypto-monnaie et dans le Bitcoin pour l'aspect pécunier, d'accord, c'est très bien, ou encore est-ce que tu investis dans le Bitcoin ou dans la crypto-monnaie de manière générale parce que tu es fondamentalement pas d'accord avec le système dans lequel tu évolues? C'est ça la question qu'il faut se poser. Je suis tout à fait d'accord pour dire que toutes ces questions-là, elles sont subjectives et chacun doit répondre à ces questions-là pour soi-même. Je suis d'avis qu'il y a vraiment des gros enjeux sociétaux derrière tout ça et c'est important de s'y intéresser maintenant. C'est important de s'y intéresser pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants et nos petits-enfants. Je fais une petite parenthèse pour bien dire qu'il n'y a aucun conseil en investissement de ma part sur cette chaîne. Je fais poser des questions un petit peu philosophiques, je provoque par instant, je pose des questions qui dérangent, mais en aucun cas je suis en train de vous inciter d'investir dans quoi que ce soit. C'est à chacun de se poser les bonnes questions, c'est à chacun de consulter multiples sources et à chacun de chercher multiples avis pour à la fin le faire le sien, pour répondre à ces questions philosophiques qu'on vient de se poser. Voilà donc ce que je voulais voir avec toi. Cette vidéo, elle n'était pas facile à faire parce qu'on voit que ça touche à énormément d'enjeux sociétaux. Et de résumer ça dans 2 petites vidéos de 15 minutes, c'est pas vraiment évident. Mais j'espère en tout cas que ça t'a apporté un peu de valeur. J'espère que ça va te permettre de réfléchir un petit peu à toutes ces questions. Et de mon côté, j'aimerais bien avoir ton avis. Parce que je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes qui ne partagent pas forcément mon avis. Mais ça m'intéresserait vraiment d'avoir des discussions ouvertes et constructives pour justement opposer plusieurs avis. Ça permet de toujours garder un esprit ouvert et surtout de se remettre soi-même en question. Parce que je suis sûr qu'il y a plein d'avis qui sont très différents du mien, mais qui sont tout autant valables. Merci donc d'avoir passé ce temps avec moi, tu connais le principe à présent, un abonnement et un like, ça aide énormément la chaîne et ça m'encourage à continuer à faire ce que je fais. Encore une fois, si tu as une critique, un commentaire ou un avis, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, encore merci et je te dis à la prochaine sur le Prisme.